Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 11 septembre. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant depuis ce matin plus de 40 martyrs, la plupart à Gazaville, dont les habitants subissent un déplacement forcé. Hamas réitère sa condamnation de l'attaque de l'entité sioniste de hauts responsables du mouvement de résistance palestinien dans la capitale qatari Doha, soulignant une tentative vaine de saboter le processus de négociation mené par les médiateurs. Les autorités américaines annoncent avoir retrouvé l'arme qui aurait été utilisée dans le meurtre de l'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est disposé de bonnes images vidéo du meurtrier présumé. Et puis culture, ouverture à Batna dans l'Est algérien de la 5e édition du Festival culturel international du film Imad Rassan. Bonsoir à tous. 706e jour de l'agression génocidaire contre la bande de Gaza. Les forces de l'entité sioniste ont bombardé plusieurs régions, faisant plus de 40 martyrs, dont 31 à Gazaville et 15 qui attendaient de recevoir des aides humanitaires. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 72 martyrs et 356 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'élève à 64 718 martyrs et 163 859 blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont fait état ce jeudi également de la mort en martyr de 7 Palestiniens à cause de la famine et de la malnutrition aiguë au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, toujours soumise à un blocus étouffant, ce qui porte à 411 martyrs, dont 142 enfants. Le nombre total de Palestiniens tombés en martyr à cause de la famine et de la malnutrition à Gaza. Le déplacement forcé, un autre crime que l'entité sioniste commet en masse, c'est sous un déluge de bombes que des centaines de milliers d'habitants de la ville de Gaza fuient vers l'inconnu. Après la destruction de leurs biens, ils n'ont aucun endroit sûr où ils peuvent se réfugier. J'ai été déplacé du nord de Gaza vers l'ouest de Gaza. Nous avons été contraints de partir il y a 2 jours et les Israéliens nous ont lancé des tracts d'évacuation à Al-Sabra. C'est un quartier de Gaza. Je suis parti en quête d'un abri. J'ai cette charrette avec moi, sans tente ni rien. Je suis resté au soleil pendant 2 jours à la recherche d'un endroit et je n'en ai trouvé aucun. Maintenant, j'ai dû prendre mes affaires et retourner à Gaza car je n'ai ni abri ni place. Je ne suis pas seul. C'est moi, mon frère et ma famille. Nous sommes 3 familles et nous ne savons pas où aller. Ce n'est pas seulement notre situation, mais celle de tout le monde. Les gens arrivent, ne trouvent ni abri ni place, puis repartent et retournent au danger. Nous ne savons pas quoi faire. Ces personnes nouvellement déplacées qui viennent nous rejoindre ici, dans les zones où nous sommes déjà déplacés, il n'y a nulle part où vivre. Les gens se battent entre eux. Nous ne savons pas où les emmener. Certains vivent sur l'eau, d'autres ont campé sur la plage, submergés par l'eau de mer toute la nuit. Ils ne savent pas où aller. J'ai entendu de mes collègues sur le terrain, avec qui je parle quotidiennement, que les familles cherchent effectivement des alternatives et suite aux ordres d'évacuation forcés, elles cherchent des endroits où aller en dehors de la ville de Gaza. Mais lorsque l'on tente de faire une reconnaissance pour déterminer si ce serait une option sûre ou non, elles découvrent très vite que le risque de tenter de partir est, étonnamment, souvent plus grand que celui de rester sur place. Fuir les bombardements en pleurant leurs proches, les habitants de la ville de Gaza n'ont souvent même pas le temps de faire leur deuil sous la contrainte des forces de l'entité sioniste.
Assez, cette guerre nous a épuisés. Cela fait presque 2 ans, sans repos, sans même dormir. On ne peut pas rester assis avec nos enfants juste pour rester avec eux. Notre vie tourne autour de la guerre. Et si on frappe ici, si on bombarde là, ou si on doit aller d'un endroit à un autre, on n'en peut plus, on est épuisé. Nous appelons toute la nation arabe à se joindre à nous pour résoudre notre problème, celui du bain de sang, des massacres, des déplacements de population qui nous touchent. Nous appelons tous les pays du monde, européens et arabes, à résoudre ce problème pour nous. C'est suffisant. Ce qui nous arrive est intolérable. C'est un de mes amis, que Dieu ait pitié de lui. Lui était en route pour présenter ses condoléances, justement lorsqu'une tente a été prise pour cible, alors qu'il passait par là, et il est tombé en martyr. Qu'il nous élimine avec une bombe nucléaire, qu'il nous tue tous. Il nous libère de cette histoire de guerre. Mais nous ne sortirons pas d'ici. Nous ne sortirons pas de Gaza. Nous n'avons pas d'argent, pas assez pour fuir. Nous n'avons aucun moyen d'aller vers le sud. Comme ils le disent, nous, ici, nous sommes morts. L'ordre émis par l'entité sioniste d'évacuer l'ensemble de la population de la ville de Gaza est illégal et inhumain. C'est ce qu'a affirmé l'ONG Amnesty International, appelant cette entité à annuler immédiatement cette injonction, alertant sur la situation dramatique des Palestiniens à Gaza, confrontés à des bombardements incessants, à la famine et à des ordres d'évacuation massive. L'ONG a estimé que ce nouvel ordre d'évacuation était une répétition inhumaine de l'ordre de déplacement massif émis pour tout le nord de la bande de Gaza le 13 octobre 2023. De son côté, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, exprimant sa profonde inquiétude face à la propagation de la famine et aux pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. Cette même résolution souligne la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent, en plus de la reprise du financement pour l'UNRWA. Par ailleurs, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté en 24 heures au moins 30 Palestiniens en Cisjordanie occupée. Selon la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens, précisant que les arrestations et les interrogatoires sur le terrain s'étaient étendus à la plupart des gouvernorats de Ramallah, Jenin, Salfit, Beit Lahm, Tulkarem et Al-Khalil. La flottille mondiale Global Soumoud à destination de Gaza a changé de cap ce jeudi pour se diriger vers le port tunisien de Bizerte en raison d'une mer agitée ayant perturbé son départ initialement prévu depuis Sidi Bou Saïd, et ce avant de mettre le cap sur Gaza vendredi. Hier, des milliers de Tunisiens se sont rassemblés à Sidi Bou Saïd en soutien à la flottille, brandissant des drapeaux palestiniens et tunisiens et scandant des slogans contre le blocus imposé par l'entité sioniste. Je suis venue aujourd'hui soutenir la flottille Soumoud et la flottille de la liberté, car notre soutien peut les rendre plus forts et les aider à surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Cela leur donne également le sentiment d'être nombreux à leur côté, qu'ils ne sont pas seuls. Au moins, ils porteront notre voix, et le moins que nous puissions faire est de les soutenir et les encourager aujourd'hui. On ne peut pas s'engager pour la Palestine sans s'engager pour tous les autres opprimés. Mais ça commence par la Palestine, parce que la Palestine cristallise toutes les complicités de nos gouvernements, Et c'est pour ça que nous, simples gens du peuple, devons prendre la place de nos gouvernements, parce qu'ils ne le font pas. Et nous, personnes qui n'avons jamais navigué, nous engageons sur des bateaux et nous allons réaliser l'impossible. Les Pays-Bas, cette fois, ont annoncé qu'ils imposeraient prochainement une interdiction sur les importations de produits en provenance des colonies sionistes établies illégalement dans les territoires palestiniens occupés. Lors d'une séance à la Chambre des représentants néerlandaise, le ministre des Affaires étrangères, David Van Viel, a toutefois souligné que la loi visant à interdire le commerce avec les colonies sionistes réclamée
par une majorité au Parlement mettrait beaucoup de temps à entrer en vigueur. Je vous le disais en titre, Hamas a une nouvelle fois condamné l'attaque de l'entité sioniste visant de hauts responsables du mouvement de résistance palestinien dans la capitale qatari Doha, alors qu'ils discutaient de la proposition américaine de cesser le feu, soulignant que cet acte n'était qu'une tentative vaine de saboter le processus de négociation mené par les médiateurs. Ce crime n'était pas seulement une tentative d'assassinat sur la délégation, mais l'assassinat de l'ensemble du processus de négociation et un ciblage délibéré des nations intermédiaires fraternelles, le Qatar et l'Égypte. Nous affirmons que les États-Unis sont pleinement complices de ce crime, portant une responsabilité politique et morale pour avoir fourni une couverture et un soutien continu à l'agression de l'occupation et aux crimes continus contre notre peuple. Même si les responsables du Hamas ont survécu à la dernière agression de l'entité sioniste à Doha, 6 de leurs proches sont tombés en martyrs. D'ailleurs, l'émir du Qatar s'est joint ce jeudi aux personnes présentes à leurs funérailles sous haute sécurité dans une mosquée de la capitale qatari. الله أكبر. L'agression de l'entité sioniste contre les dirigeants du Hamas au Qatar a été largement condamnée par la communauté internationale. Au Pakistan, de nombreux manifestants sont sortis pour exprimer leur colère, notamment à Lahore, la deuxième plus grande ville du pays, et à Islamabad, la capitale. Il s'agit d'un acte terroriste qu'Israël ait attaqué ceux qui, sous la direction du Hamas, voulaient entamer et faire avancer les négociations de paix. La conspiration d'Israël visant à empêcher la paix d'être établie, quelles que soient les circonstances, a été révélée. Partout au pays, les Pakistanais protestent contre l'attaque israélienne lâche et perfide contre un invité et une équipe de pourparlers de paix au Qatar. Nous la condamnons fermement et protestons contre Israël et l'Amérique. Dans l'actualité aussi, avec près de 50 milliards de dollars de contrats signés et des perspectives plus qu'encourageantes pour l'avenir de l'intégration économique en Afrique, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine a pris fin hier à Alger, une édition qui restera gravée dans les mémoires comme étant celle des records. Kherdin Bataj. Prolifique, exceptionnel, voire inégalable, comment tarir d'éloges et de superlatifs au lendemain de la clôture de la 4e édition de l'IATF qui aura tenu toutes ses promesses, voire même plus. C'est dans cet esprit de résultat que l'édition d'Alger aura battu des records à plusieurs niveaux. Elle a réuni 2148 exposants, dont 1923 en présentiel et 225 virtuellement, dépassant les 2000 initialement prévus. Le nombre de visiteurs a lui aussi largement dépassé les attentes, atteignant 112 476 participants, dont 60 650 en présentiel et 51 826 de manière virtuelle, contre 35 000 attendus. La participation officielle a également marqué un tournant avec la présence de 14 chefs d'État et de gouvernement et de 6 représentants, contre 8 lors de l'édition précédente. Sur le plan économique, un montant de 48,3 milliards de dollars de contrats a été conclu au-delà de l'objectif initial de 44 milliards de dollars. L'Algérie a obtenu la part la plus importante avec 23 milliards de dollars répartis entre 11,4 milliards de dollars de contrats signés et 11,6 milliards de dollars d'engagements d'exportation devant être finalisés ultérieurement.
Les manchettes et les gros titres de la presse africaine ont été dithyrambiques. Le quotidien national ligérian This Day Live révèle que le rideau est tombé sur le sommet commercial dépassant les objectifs des organisateurs, enregistrant des records d'une valeur stupéfiante de 48,3 milliards de dollars, soit 4 milliards de dollars de plus que prévu. Pour le Business Day, autre quotidien nigérian, l'IATF 2025 place la barre très haut pour l'IATF 2027, révélant que dans tous les domaines acheteurs, exposants, pays, volume de transactions, cette édition a été la plus réussie. Le quotidien tanzanien Daily News a révélé qu'avec une participation record, des milliards de dollars d'accords et d'appels à l'action renouvelée, l'IATF 2025 s'est clôturé comme l'édition la plus importante et la plus ambitieuse à ce jour. Le média sud-africain YOL a titré quant à lui « L'IATF 2025 dépasse les attentes avec des accords commerciaux records de 48,3 milliards de dollars ». Le site électronique tunisien Tunisie Numérique a présenté pour sa part un titre révélateur du succès de cette édition, près de 50 milliards de dollars de deal à Alger, une édition historique. Enfin, le magazine égyptien Al-Aqariya constate que lors de cet événement majeur, l'Algérie est allée au-delà d'une simple présence symbolique pour affirmer sa position d'acteur économique actif sur le continent africain. Dans un entretien exclusif accordé à Al24 News en marge de la cérémonie de clôture de la 4e édition de l'IATF, le nouveau président d'Afreximbank a remercié le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour les efforts déployés en vue de réussir cet événement international, mais aussi pour l'attention accordée à l'institution financière africaine. Il faut dire merci au président Tebboune. Sa présence, il nous a consacré toute une journée de 9h à 21h. C'était énorme pour une institution comme la nôtre et pour une foire africaine destinée à promouvoir le négoce, le commerce africain. On ne pouvait pas demander plus. L'atelier d'écriture, cette fois créative, organisé dans le cadre des Journées créatives africaines Canex 2025 et de la 4e édition de la foire commerciale intra-africain, a pris fin également hier au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger, où il avait réuni une vingtaine de jeunes créateurs d'Algérie et du continent africain avec un appel à renforcer les réseaux de distribution du livre africain dans le cadre d'une coopération commune. Dans l'actualité également, la Tunisie et l'Iran ont convenu d'activer des mécanismes visant à renforcer la coopération bilatérale et à se préparer pour une réunion de la commission mixte. C'est ce qu'a affirmé à Tunis le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed El-Nafti, à l'issue de ses entretiens avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, en visite en Tunisie. Je vous en parlais en titre, les autorités américaines ont annoncé ce jeudi avoir retrouvé l'arme qui aurait été utilisée dans le meurtre de l'influenceur conservateur pro-Trump. Charlie Kirk est disposé de bonnes images vidéo du meurtrier présumé. Le FBI a d'ores et déjà publié des photos du suspect dans le cadre de l'enquête. Après la fusillade, nous avons pu suivre ses déplacements. Il s'est dirigé vers l'autre côté du bâtiment, a sauté et s'est enfui du campus vers un quartier. Nos enquêteurs ont sillonné ces quartiers, contactant toute personne disposant de sonnettes, de caméras, de témoins, et ont minutieusement exploré ces communautés pour tenter d'identifier toute piste. Assassiné en pleine conférence sur un campus universitaire, Charlie Kirk a rejoint la longue liste des figures politiques américaines assassinées, fondateur de Turning Point USA et porte-étendard d'une droite identitaire. Il incarnait une polarisation extrême du débat public. Son assassinat ne fait pas que choquer, il révèle de profondes lacunes internes. Tinhinan Makassi. My name is Charlie Kirk. I run the largest pro-American student organization in the country. Charlie Kirk est mort comme l'Amérique aime tuer ses figures politiques, devant tout le monde en public dans un geste froid et brutal.
le 10 septembre 2025 sur le campus de l'université de l'Utah Valley, alors qu'il répondait à une question en pleine conférence. Kirk est tué d'une balle. Counting or not counting gang violence? Great. Le micro tombe, la salle crie, le pays rentre encore une fois dans un tourbillon de peur, d'accusations et d'hypocrisie. Kirk avait 31 ans, il était considéré comme le porte-voix d'une droite américaine jeune, provocante, identitaire. Il avait fondé le Turning Point OISA, une organisation qui mobilise les étudiants contre une Amérique plurielle, le climat, les minorités, les droits civiques, les libertés religieuses. Et évidemment, la Palestine et tout ce qui ressemble de près ou de loin au progrès social était considéré par Kirk et les identitaires comme étant néfastes à l'Amérique. Pour ses fans, c'était un patriote courageux. Pour d'autres Américains, en revanche, ce n'était qu'un agitateur qui attisait la haine sous couvert de liberté d'expression. Son assassinat, que le gouverneur Spencer Cox a qualifié de politique, a allumé tout de suite les braises d'un conflit idéologique. Les républicains ont pointé du doigt l'extrême gauche, accusée d'avoir créé un climat de violence. Certains parlent déjà d'un martyr conservateur, mais peu osent poser la vraie question. Dans quelle société un discours politique devient une cible à abattre et qui a nourri cette culture de l'ennemi intérieur? L'histoire des États-Unis n'est pas étrangère à ce genre de violence. Malcolm X, Martin Luther King, Fred Hampton, tous ont été tués pour avoir défié l'ordre établi, à savoir la ségrégation et les inégalités de classe et de race. Certains ont été la cible de la police et d'autres de civils armés, mais souvent avec la bénédiction silencieuse de l'État. Et aujourd'hui, c'est une figure conservatrice et populiste qui tombe sous les balles. Il faut dire que Kirk lui-même a participé à cette montée des tensions, pour ne pas dire qu'il était l'enfant de cette idéologie. Son discours était clivant, agressif, parfois méprisant. Il n'appelait pas au dialogue, mais à la reconquête de l'Amérique blanche chrétienne évangélique. Dans un pays surarmé, surpolarisé, où chaque camp voit l'autre comme une menace totale, ce n'est pas étonnant que des mots finissent par tirer des balles. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas juste un homme mort, c'est un empire qui se regarde dans le miroir et découvre que sa propre violence lui revient en pleine figure. L'Amérique a toujours justifié ses guerres internes et sur le monde au nom de la démocratie et de l'hégémonie de ce qu'elle considère comme l'empire judéo-chrétien. Maintenant, elle tue ses propres acteurs politique chez elle. Et au lieu d'un sursaut, ce qui se prépare, c'est sûrement un durcissement, plus de surveillance, plus de peur, plus de loi. La mort de Kirk ne va pas calmer la vie politique américaine, elle va certainement l'enflammer. Okay, love you. Be safe. Allez, direction à présent la France, où l'exécutif s'enfonce dans la crise politique et qui dure depuis maintenant plus d'un an. La nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre n'arrange pas les choses. Les oppositions montent déjà au créneau contre le nouveau locataire de Matignon, Safouane Bessabri. 5 premiers ministres en l'espace de 2 ans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le deuxième mandat d'Emmanuel Macron s'avère plus compliqué que prévu. La sortie de crise, elle, n'est pas garantie. L'exécutif se retrouve coincé dans une impasse qui rend tous les gouvernements successifs impuissants depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Face à son impuissance, le Premier ministre sortant a choisi le vote de confiance, un vote qu'il savait perdu d'avance. C'est dans l'urgence qu'Emmanuel Macron a nommé son remplaçant, Sébastien Lecornu, ancien ministre de la Défense. 39 ans, issu de l'UMP et parti de Sarkozy, Sébastien Lecornu arrive de plein pied dans l'arène politique, à un moment où la France traverse une crise dont l'issue est incertaine. À gauche, on exclut toute participation au nouveau gouvernement qui sera difficile à former. Lecornu enchaîne déjà les consultations depuis sa prise de fonction, mais à droite comme à gauche, on se rend à Matignon à reculons. Et si le nouveau Premier ministre poursuit la politique d'Emmanuel Macron, alors il tombera de la même manière que sont tombés M. Barnier et M. Bayrou, parce qu'ils ont refusé de mettre en place une politique de rupture avec la politique qui est menée depuis 7 ans. Sur tout l'échiquier politique français, le ton est sensiblement le même. Ce qui se dénote, c'est l'isolement croissant du pouvoir. Lecornu, fidèle de Macron, se retrouve seul à tenter de construire une coalition introuvable.
Et je vous en parlais en titre, la 5e édition du Festival culturel international du film des Madrassan s'est ouverte hier soir au théâtre régional de Batna dans l'Est donc algérien. Ce festival est devenu une plateforme pour l'art et la créativité et une opportunité pour célébrer le cinéma, échanger des expériences et découvrir des talents. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.